Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui n'appartient plus à la science-fiction. Et oui, imaginez une capsule capable de résister à une attaque armée, à une explosion, à un incendie majeur, à un tsunami. Imaginez une capsule capable de flotter justement pendant une catastrophe climatique, inondation. Alors cela ressemblerait effectivement à un film catastrophe et pourtant ces technologies existent déjà. Elles ont été conçues en France par une entreprise catalane. Mon invité est industriel, entrepreneur, spécialiste de la métallurgie, de l'innovation industrielle depuis plus de 25 ans. Et avec son entreprise Momentum Technology, il développe aujourd'hui les capsules LifePods, des infrastructures de survie destinées à protéger des vies humaines lorsque tout le reste ne fonctionne plus. Ces innovations seront dévoilées cette année à Vivatech et à Eurosatory, deux événements majeurs de l'innovation mondiale. On en parle avec lui tout de suite. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Cédric Chauffat. Bonjour. Alors si on pense au film Panic Room, on est en plein dedans. Oui, il y a effectivement des similitudes. Après, nous avons voulu développer quelque chose de mobile. Donc, Oui, c'est ça. un petit peu différent sur le fond. Voilà, un petit clin d'œil à ce film de mémoire avec Jodie Foster, si je ne me trompe pas. Vous êtes un industriel avant d'être un entrepreneur de la résilience. Quel est votre parcours? Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ces capsules? Quel a été le déclic, ces capsules de survie? Alors donc j'ai eu un parcours professionnel très axé sur l'industrie du métal. Je suis originaire des Ardennes à la base, même si ça fait très longtemps maintenant que je suis dans le sud. Mais comme beaucoup de gens, j'ai vécu l'événement du tsunami de 2004 comme une véritable catastrophe. On n'était pas vraiment préparé à ce genre de catastrophe puisqu'on n'avait pas eu dans nos mémoires quelque chose d'identique. Il y a eu ensuite le tsunami de 2011 avec tout ce qui en a découlé, les problèmes à Fukushima, etc. Et en tant qu'industriel qui ait une bonne imagination, si vous voulez, et la capacité justement d'arriver à transformer ce que j'imagine en produit réel, j'avais déjà bien identifié une possibilité en termes de structure métallique pour pouvoir résister à certains événements, dans un premier temps climatiques. Et ensuite, après les événements du 7 octobre, j'ai imaginé la capsule balistique. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans l'aventure et que je crée cette société. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles, quoi. Oui, simplement, je suis père de famille, j'ai des enfants, des gens que je souhaite protéger personnellement, comme c'est le cas certainement de pas mal de pères de famille. Et j'ai voulu créer des solutions qui étaient accessibles à la classe moyenne pour protéger les gens qu'on aime des événements qu'ils soient climatiques ou qu'ils soient géopolitiques. Et malheureusement, ils sont de plus en plus d'actualité. Donc l'idée, c'était d'avoir une capsule de survie, pas pour le monde militaire ou c'est vraiment essayer d'industrialiser cette capsule de survie pour qu'elle soit accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est ça, il y a aussi un gros avantage, c'est la mobilité de ces capsules puisqu'elles ont été pensées et construites pour être transportables très facilement avec camions, trains et puis conteneurs maritimes. On est déjà en relation avec des sociétés qui sont spécialisées dans la protection des individus et qui nous disent qu'ils aimeraient avoir ces capsules à proximité des points chauds, on va dire, pour pouvoir les déployer rapidement lorsqu'il y a un événement critique. Donc c'est valable pour les événements climatiques liés notamment aux submersions, aux tsunamis, mais aussi les attaques balistiques et aussi les explosions et les incendies. On a créé pour l'instant 2 capsules. Voilà justement, alors pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous décrire justement ces 2 capsules? À quoi ressemble l'intérieur de ces capsules? Combien de temps on peut tenir à l'intérieur avant d'être secouru? Expliquez-nous un petit peu tout ça pour qu'on puisse vraiment les imaginer, ces capsules. Donc, étant donné que nous sommes une start-up, nous avons réalisé une première levée de fonds en seed, comme ça s'appelle, initiale, qui nous a permis déjà de développer la capsule balistique, qui arrive maintenant à maturité et qui va être commercialisée à partir du mois de juillet. Donc contre les balles. C'est une capsule de petite taille.
Exactement. Donc, si vous imaginez par exemple un véhicule Smart, sans vouloir les nommer, d'assez petite taille, vous avez une capsule qui mesure 2 mètres de long par 1,60 m de large et 1,50 m de haut, donc elle est très compacte. Par contre, elle est extrêmement robuste puisque vous avez un châssis tubulaire qui est renforcé avec différentes couches d'acier balistique. Et en fait, cette capsule va vous protéger des explosions au blast, c'est-à-dire tout ce qui est projection après une explosion. Ça peut être une explosion de drone, par exemple. Vous avez aussi une protection balistique. Alors c'est un peu technique, qui correspond à du VPAM PM7, c'est-à-dire que nous avons une résistance balistique jusqu'à la Kalachnikov à balles perforantes. Ouais. Et il y a donc entre les couches d'acier, un isolant qui vous permet aussi de résister à une explosion avec évidemment des flammes et un incendie assez intense pendant environ 15 minutes. Je dis pendant environ 15 minutes parce qu'on est encore en train de programmer des tests sur cette partie-là, même si on a déjà effectué les tests balistiques. Ça va faire partie des prochaines étapes, mais on a quand même commencé la commercialisation puisqu'on sait qu'on a déjà un début de réponse aussi sur les incendies qui est très satisfaisant. On est aidé par un ancien scientifique du CEA qui nous aide à faire des projections en fait. Mais combien de temps on peut tenir à l'intérieur de cette capsule en termes d'oxygène, en termes de vivre? Comment ça se passe? Comment c'est organisé à l'intérieur? Donc en fait, à l'intérieur, vous avez 2 sièges qui sont confortables pour pouvoir y rester un certain temps. On envisage d'y rester jusqu'à 48 heures si besoin est. Vous avez des trappes en fait qui peuvent s'ouvrir et se fermer manuellement. Lorsqu'elles sont ouvertes, vous avez un flux d'air suffisant pour pouvoir y rester de façon indéterminée. Lorsque vous fermez les trappes, vous avez 1 heure à 1h30 en fonction de l'état de panique des occupants, puisqu'évidemment quand vous êtes paniqué, vous respirez plus vite et votre rythme cardiaque est plus élevé, mais vous pouvez rester au moins 1 heure avec l'oxygène qui est présent à l'intérieur de la capsule. Derrière les sièges, vous avez une zone qui fait environ 1 m3, c'est assez volumineux. Vous pouvez stocker de la nourriture, de l'eau et tout ce dont vous avez besoin pour résister un certain temps, comme je l'expliquais. Mais alors, c'est des capsules qui ne peuvent contenir que 2 personnes, ou vous envisagez également d'en faire des plus grandes? Je pense notamment aux familles, qui ont au moins 2 enfants, j'allais dire la famille classique, c'est-à-dire 4 personnes. La balistique, le concept est comme dans les avions en fait. Vous pouvez prendre des enfants sur vos genoux jusqu'à l'âge de 10 ans. Puisque encore une fois ce sont des sièges d'assez grande taille et les sièges peuvent se reculer, donc vous aurez un espace suffisant pour prendre vos enfants sur vos genoux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le produit est assez compact, car plus il est compact et plus il est facile en fait de le rendre absolument rigide et résistant. Et ça, c'était un point très très important. L'autre point important, ce qui nous avait déjà été posé comme question, c'est que si nous faisions des capsules par exemple de 10 personnes, imaginez que vous ayez une zone d'attaque assez vaste avec une 50aine de personnes. Si vous faites des capsules, admettons, avec 15 personnes, le problème qu'il va y avoir, c'est que si les assaillants, au bout d'un certain temps, arrivent à ouvrir la capsule, ce qui n'est pas exclu dans tous les cas, vous êtes piégé, quoi. Mais le problème, c'est que c'est plus difficile pour des assaillants d'ouvrir 10 capsules avec 2 personnes que d'ouvrir 2 capsules avec 10 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils mettront beaucoup plus de temps, donc c'est aussi une logique de dispersion. Mais du coup, donc on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de viser monsieur et madame tout le monde. Alors attention, monsieur et madame tout le monde, c'est des capsules qui coûtent quand même quoi, 25, 30 000 euros, c'est ça la capsule? Sur la version anti-balistique, étant donné qu'on a amélioré les résultats balistiques, on a été obligé de remettre une couche d'acier supplémentaire, on est monté à 29 000 euros TTC. Mais au final, si vous faites le ratio d'une vie par rapport à ce que vous coûte la capsule, en imaginant que vous soyez à 4 personnes à l'intérieur de la capsule, vous êtes finalement sur un coût par vie qui est aux alentours de 7 000 euros, ce qui est tout à fait acceptable. Mais alors vous visez quel pays exactement? Parce que j'imagine que c'est pas que la France en fait, c'est plutôt les zones sensibles, hein, c'est ça? Alors vous avez évoqué le Japon tout à l'heure avec les tsunamis à répétition. Alors pour le Japon, on est plus focus sur la deuxième capsule flottante. Exactement, on y viendra. Pour l'antibalistique, elle peut répondre à des problèmes de homejacking, par exemple, dans les pays comme le Mexique, où c'est très tendu actuellement. Pour tout ce qui est fragmentation suite aux attaques de drones, alors là, vous avez malheureusement actuellement une liste qui est assez longue, en commençant par l'Ukraine, ensuite par les pays du Golfe, avec ce qui se passe en Iran. Vous avez vu l'aéroport du Koweït qui a été attaqué hier. Vous avez le toit de l'aéroport qui a complètement explosé avec donc justement de la fameuse fragmentation. Si dans cet aéroport ils avaient eu des lifepods, ils avaient pu se réfugier à l'intérieur au moment du bombardement, les gens auraient été structurellement protégés, si vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de cette capsule antibalistique. Oui, ce qui est terrible, c'est que c'est un monde qui va de plus en plus mal, et du coup il y a cette proposition de capsules. Alors quand vous les présentez justement dans les salons, comment les gens réagissent quand ils voient ces capsules qui, c'est vrai,
qui, il y a encore quelques années, n'était que visible dans des films de science-fiction. Alors déjà, les salons où on participe sont des salons ciblés. Donc là, on va aller à Eurosatory pour l'introduction justement mondiale de la première de série en capsule B01, donc l'antibalistique dont on parlait. Eurosatory est un salon très spécialisé sur tout ce qui est défense et armement. Les interlocuteurs avec qui on échange sur ces sujets-là sont déjà justement très informés sur les points critiques qu'il y a sur les différents endroits du globe et les nécessités. Et on a en fait avec cette capsule répondu à un besoin qui n'avait actuellement pas de solution, c'est-à-dire qu'on a trouvé une solution qui n'était pas disponible sur le marché, puisque vous aviez la panic room, comme vous en parliez avant, le bunker, le véhicule blindé. Dans tous les cas, ce ne sont pas des solutions mobiles, sauf pour le véhicule blindé, qui sont en général beaucoup plus chers. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous avez un cadre d'une grande société qui exerce dans un pays à risque. En général, ces cadres sont envoyés sur des missions sur des périodes de 1 à 2 ans. Il est exclu pour eux d'investir 50 000 € dans une panic room qui va ensuite rester dans la maison qui est en location. Oui. Alors que la capsule, ils peuvent la mettre sur le spot et quand ils s'en vont, la reprendre. C'est vraiment le concept. Oui, tant qu'elle n'a pas été utilisée, on peut la reprendre et la repositionner dans une nouvelle maison ou un nouveau lieu, tout simplement. Même si elle a été utilisée, on va offrir un rétrofit en fait pour les capsules qui ont été entre guillemets victimes d'une attaque. Si elles sont réparables, on offrira ce service. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est quand elle a servi, elle est encore, utilisable. Ça dépend du degré, j'allais dire, de dégâts sur la capsule. Ça dépend de la gravité de l'attaque exactement. Ouais. Si elle est réparable, on fera un devis sur mesure en fonction justement au cas par cas de ce qui s'est passé sur cette capsule. Et si elle est récupérable, on essaiera de la récupérer pour que le client n'ait pas à en racheter une neuve. Ça dépend vraiment du type d'attaque. Alors effectivement, entre les guerres, les attaques terroristes, les catastrophes climatiques, les inondations, les risques industriels et tensions géopolitiques, de nouvelles entreprises, on vient d'en parler, françaises tentent d'inventer les infrastructures de survie de demain. On continue à en parler avec notre invité juste après cette courte pause. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On évoque avec notre invité les capsules LifePods, ces infrastructures de survie destinées à protéger des vies humaines lorsque tout le reste ne fonctionne plus. Et c'est une entreprise catalane qui a développé cette technologie. On en parle avec Cédric Chauffat, le fondateur de cette entreprise. Alors, Cédric est avec nous au micro de Sud Radio. Cédric, la France peut-elle devenir justement leader dans le développement de ces technologies de survie ? Les signaux sont très bons. Nous sommes vraiment en avance sur notre temps, puisque nous estimons avoir 3 à 4 ans d'avance sur ce marché, mais qui toutefois, il y a une vraie demande, comme vous l'avez évoqué auparavant. Ce qui est très significatif pour nous, c'est les signaux qui sont très positifs, comme la sélection à la Innovation de Vivatech. Vous avez 14 000 startups qui exposent et nous avons été sélectionnés dans la Innovation Gallery avec seulement 10 sociétés choisies. Donc c'est quand même un signe très fort d'un besoin, d'une question existentielle. Et ensuite, il y a l'alignement industriel derrière cette idée, justement, cette mise sur le marché de ces capsules, où de par mon réseau industriel que j'exerce depuis maintenant plus de 25 ans, j'ai réussi à mettre finalement sur pied ce projet en l'espace d'1 an avec de vraies capsules disponibles sur le marché qui apportent une réponse certifiée. Donc on possède encore ce savoir-faire industriel, capable de rivaliser avec les autres grandes puissances technologiques. Il faut de l'imagination, il faut un savoir-faire réel. J'ai la chance de pouvoir fabriquer moi-même de mes mains ce que j'imagine. Je suis accompagné par des ingénieurs de très bon niveau, effectivement, des industriels, mais il y a encore un savoir-faire en France, c'est une évidence, même s'il a tendance à devenir moins présent qu'avant en raison de justement l'externalisation des business via l'Asie, etc. Mais il y a encore des gens qui savent travailler en France, c'est une certitude. Vous allez présenter les capsules LifePods à Vivatech et Eurosatory, on vient d'en parler. C'est important de passer par ces salons-là, ces salons prestigieux de technologie. C'est primordial, j'allais dire, presque. C'est très important parce que ce soit pour la prochaine levée de fonds que nous mettons en place, Vivatech est particulièrement adapté. En plus, il y a une présence mondiale de la presse.
C'est un des événements tech aujourd'hui les plus importants au monde. Et pour la partie donc plus défense qui concerne la B01, c'est aussi très important puisque vous avez sur ce type de salon tous les interlocuteurs de l'État, que ce soit de l'État français, des États européens, même d'autres pays comme les pays du Golfe, les États-Unis, etc. C'est vraiment, si vous voulez, un vivier de clients potentiels pour nous qui comprennent rapidement les applications de nos capsules. Qui sont vos concurrents aujourd'hui, les pays concurrents qui développent aussi des capsules de survie? J'imagine peut-être les États-Unis essentiellement ou... Alors, il y a deux concurrents à ma connaissance sur la capsule flottante qui fabriquent un produit différent. Je ne dis pas qu'il est moins bien, je dis simplement qu'il est différent. Il est notamment de plus petite taille pour la capsule flottante. C'est des Américains qui ont pensé à cette capsule en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Mais la construction de la nôtre, si vous voulez, est faite pour résister structurellement à des événements beaucoup plus importants. Donc on pense avoir aujourd'hui un produit qui est vraiment élitiste sur la partie capsule flottante, et la capsule anti-balistique tout simplement n'existait pas. C'est quelque chose de nouveau. On a créé une nouvelle catégorie de produits. Donc ces capsules, pour l'instant on en est au prototype, c'est ça, et les levées de fonds vont permettre d'industrialiser la fabrication de ces capsules. Elles ont été conçues en France, mais je crois que la fabrication est prévue plutôt en Espagne, si j'ai bien compris. Alors on a une collaboration européenne, puisque j'ai un réseau industriel européen. Donc la capsule balistique effectivement est fabriquée dans la région de Barcelone. Cette capsule balistique est déjà industrialisée et sur le point d'être vendue, donc commercialisée à partir du mois de juillet. Comme je vous l'expliquais, nous avons obtenu les premiers tests balistiques certifiants auprès du Banc national d'épreuves de Saint-Étienne, qui est une institution très connue pour les tests balistiques. Et la capsule flottante, elle, est fabriquée dans une usine qui appartient au Yamaha Motor Group, qui s'appelle IWL, qui est basée en Finlande et qui est l'un des acteurs les plus importants en Europe de fabrication de bateaux en aluminium. Et de par mon parcours dans le secteur de la moto précédemment, j'avais des contacts avec le top management de chez Yamaha Europe qui m'a proposé d'étudier la possibilité de faire cette capsule flottante dans cette usine finlandaise. Et très sincèrement, ils ont fait un travail fantastique. Donc cette capsule flottante va probablement être commercialisée début 2027. Et il n'y avait pas d'industriels sur le territoire français? C'était plus compliqué de les de les industrialiser sur le territoire? Si vous voulez, il y a vraiment des particularités sur la capsule flottante qui ont fait que le choix de cette société était pertinent, d'autant plus que Yamaha possède un réseau marine où ils vendent des moteurs hors-bord, des jet skis très diffus sur le secteur européen. Ils ont plus de 900 points de vente et ça nous donnera potentiellement, c'est en cours de discussion, accès à ce réseau-là. On a non seulement un sous-traitant qui sait travailler, je considérerais même plus Yamaha comme un partenaire, comme un sous-traitant. Et ils vont du même coup co-développer ce produit avec nous, même si effectivement la propriété intellectuelle et tous les plans viennent de nous. Ils ont parfois une remarque pertinente à faire sur la construction de cette capsule et en plus vont nous donner accès à leur réseau où ils sont déjà très implantés. Donc pour nous, c'était vraiment une logique sans faille. Ah oui, c'est ça, c'est justement dit. Cédric Chauffat, on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour Vivatech et Eurosatory, qui sont vraiment deux rendez-vous qui sont très importants pour vous, notamment pour les prochaines levées de fonds. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter ces capsules LifePods. Avec grand plaisir, merci. Merci à vous. Allez, on va se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et direction la vallée de la Maurienne, où Thibaut est allé découvrir les secrets du Beaufort, ce fromage qui fait la fierté des Savoyards. Aujourd'hui, on découvre la fabrication du Beaufort. Et je suis avec Alban, qui est fromager de formation. On a la coopérative de la vallée d'Arves. Alors, quel est votre rôle exactement au sein de la coopérative, Alban ? Alors moi je m'occupe plutôt actuellement de la partie commercialisation en direct du Beaufort. Donc fromager de métier, ça fait une 12aine d'années que je produis du Beaufort, que je fabrique du Beaufort. Et récemment je me suis un peu plus orienté sur la partie commercialisation, notamment sur la gestion de nos 8 magasins de vente en direct dans les stations de ski et dans nos magasins en fond de vallée. Pour les auditeurs, on rappelle ce qu'est le Beaufort. Fromage à pâte cuite pressée. Exactement, fromage à pâte cuite pressée, fabriqué uniquement dans les vallées montagnardes de la Savoie, notamment donc ici dans la vallée de la Maurienne et puis également en Tarentaise et dans le Beaufortin. On peut parler brièvement du cahier des charges qui est très exigeant. Les grandes lignes, c'est tout d'abord sur la production du lait, uniquement 2 races de vaches autorisées, la Tarine et l'Abondance.
De la fabrication avec du lait chaud, donc ce qui nous oblige une collecte du lait 365 jours par an. Avec Du lait cru ? Du lait cru, tout à fait. Des productions qui restent ancestrales, même dans les fromageries où on a un peu mécanisé le process de fabrication, mais la technologie reste la même qu'il y a 40 ans en arrière. On va voir la fabrication ? Allez, on est parti. Tout d'abord, le lait, il arrive. Donc c'est ce que le fromager est en train de faire dans la cuve au fond. Le lait arrive, ce que je disais, par gravité, par l'un des tuyaux bleus que vous voyez, il arrive directement dans les cuves. Une fois arrivé dans la cuve, on réchauffe ce lait à 33 degrés pour pouvoir l'emprésurer. L'emprésurer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on apporte de la présure. Cette présure, c'est un liquide qu'on produit nous-mêmes sur chaque atelier. Alors Alban, si on devait résumer de manière ultra synthétique, c'est toutes premières étapes. Alors pour faire simple, c'est ce que j'expliquais, le but c'est que pour le Beaufort, ce qu'on va vouloir faire, c'est conserver le lait, donc ça va être vraiment d'essayer d'égoutter le maximum possible le fromage. Donc pour faire très simple, on encaille le lait à 33 degrés. Ensuite, derrière, on va le décailler relativement très fin. On fait des petits grains de la taille d'un grain de riz pour pouvoir évacuer le maximum de petits laits possible du fromage. Et par la suite, on attaque une phase de chauffe et une phase de pressage qui vont permettre de continuer à égoutter le fromage au maximum possible. Ensuite, derrière, pour apporter du goût et de la protection, on va saler le fromage en plongeant les meules 24 heures dans un bain de saumure, un bain d'eau salée à saturation de sel. Et derrière, on va pouvoir les apporter en cave d'affinage pour une durée de 5 mois minimum pour développer les arômes du fromage. Je suis dans la cave d'affinage. Allez, on est parti. On peut être dans la cave. Il fait quelle température ici ? On va dire en moyenne 8 degrés dans les caves. C'est les caves dans lesquelles les fromages vont passer les 8 prochains mois. À la différence d'autres technologies fromagères, nous, le Beaufort, on n'a pas de système de cave chaude et cave froide. Les fromages rentrent dans des caves à une température à peu près égale à 8 degrés et restent tout le long du raffinage à cette température. Dans les caves, on a à peu près 3800 places disponibles. Est-ce qu'on peut décrire ces meules pour les auditeurs ? Alors oui, vous avez des meules de 40 kg avec un talon bien marqué, bien concave. De diamètre, elles font à peu près une quarantaine de centimètres de diamètre sur une quinzaine de centimètres de hauteur. Elles ont déjà une belle couleur orangée. Et là, elles ont une belle couleur qui tire un peu vers le brun tout doucement, avec une morge qui est bien présente sur la totalité du fromage. Tous les fromages, là vous voyez une pastille bleu-vert sur les fromages. C'est juste la plaque d'identification du fromage. Alors on a un robot, à quoi il sert ? Alors le robot, il fait exactement les mêmes gestes que faisaient les hommes avant. C'est-à-dire qu'il va chercher les fromages un par un, il les retourne, il les apporte dans une station de soins. Cette station, on va injecter de la saumure sur le fromage et on va le frotter. Et ensuite, il reprend le fromage et il le replace. C'est tout ça, il refait exactement les gestes qu'on faisait nous avant, mais ça nous permet de soulager le personnel et puis d'avoir un frottage bien plus uniforme que si c'était fait à la main. Donc on rappelle, combien de temps d'affinage minimum ? Minimum 5 mois d'affinage et en moyenne, le Beaufort est commercialisé entre 8 et 9 mois d'affinage. Merci Alban pour cette découverte de la coopérative de Saint-Jean-d'Arve. Nathalie, je vous dis à la semaine prochaine, toujours au pays du Beaufort. Merci Thibaut, vous nous avez mis encore l'eau à la bouche. Merci beaucoup pour ce voyage dans le monde du fromage. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat. Artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.